m'accueillir ici ce soir, pour m'accueillir une nouvelle fois, puisque j'ai eu le bonheur, la chance d'être là il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, vous voyez, le temps passe, 2 ans et demi, et que je préparais l'ouvrage du travail invisible, et je dois dire qu'il a pris forme ici. C'est-à-dire que la conférence que je vais donner lui a permis de prendre forme, et donc l'ouvrage est paru, je l'ai écrit quelques mois plus tard, et est paru voilà, 1 an après. Et d'ailleurs, un des personnages, je peux vous le dire en confidence, et je sais que ce n'est pas filmé, un des personnages qui est dans le livre est en fait une personne qui était à cette rencontre, et avec laquelle j'ai eu une discussion magnifique au moment de l'apéritif. On a échangé très profondément, donc je l'ai mise dans le livre. Donc c'est pour vous dire que, non pas que peut-être nos discussions permettront d'être dans le livre, ce qui n'est quand même pas l'objectif de chacun ici, mais en tout cas que je prends très au sérieux le fait de venir ici, parce que je prépare la suite du travail invisible, et que je vais vous donner ce soir les linéaments du livre que j'ai en l'esprit. Ce qui veut dire que ça va être incomplet, décevant, non fini évidemment, mais que je me confie à votre bienveillance, et aussi à l'esprit universitaire qui nous conduit à travailler ensemble, donc à exposer, pour ce qui me concerne, des idées qui ne sont pas encore achevées, et pour vous à m'aider à leur tordre le cou et les achever dans ce sens-là, ou bien au contraire à les développer. Voilà, donc je remercie les organisateurs, Bertrand Valliorgue en particulier, de la chaire Alter Gouvernance du CGM qui m'accueille pour la 2e fois, Xavier Hollande bien sûr, enfin toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de me faciliter la venue. Alors je vais aller directement à mon propos, et vous voyez que j'ai rédigé, ce qui m'arrive très rarement, j'ai rédigé la conférence parce que je veux vraiment tester des idées avec vous, et des progressions logiques et des cohérences, et donc je vais suivre mon papier, j'ai essayé de tenir donc le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire 3 heures. Pardon. Alors je vais vous parler du travail en 3 temps. Non, c'est une blague, 3 heures, hein, je vous rassure, je ne pourrai pas tenir 3 heures. Voilà, dans un premier temps, je voudrais rappeler pourquoi la question du travail se pose désormais et comment elle se pose. Vous avez dit mettre le travail au centre. Je vous confie qu'avec du recul, j'ai un peu de regret d'avoir écrit ce livre, d'avoir intitulé le livre « Le travail invisible ». J'aurais dû l'appeler « Le travailleur invisible ». Alors mon éditeur m'avait dit travailleur invisible, on va tout de suite dire travailleur, etc. Parce que le mot travailleur a un mauvais terme, un mauvais sens aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable. Que celui qui porte le travail ne soit pas considéré, c'est déjà en soi l'objet d'une méditation. Bon, je voudrais qu'on revienne ensemble sur le travail et développer, ou rappeler l'idée centrale qui m'anime maintenant depuis des années. J'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance, et puis je me suis heurté à un moment donné à un mur. Lorsqu'on travaille sur les formes d'entreprise, et en particulier les formes de gouvernance, y compris et surtout de l'économie sociale et solidaire, c'est que si on ne va pas au cœur de l'économie, c'est-à-dire au travail, c'est-à-dire la création de valeur par le travail et par les personnes qui travaillent, donc revenir à la subjectivité du travail, on fait, je crains, en tout cas moi je considère qu'on fait de l'économie pour, vous savez, c'est l'économie de tableau noir, comme dit Ronald Coase, hein. Il y a des économistes de tableau noir, ce sont des économistes qui imaginent ce que pourrait être l'économie, mais sans l'inscrire dans l'incarnation, dans la chair. Donc, premier temps, revenir au travail, et pourquoi je considère que le travail est si important aujourd'hui. 2e temps, je suggérerai quelques pistes, vraiment, je suis dans la suggestion et de pistes, pour libérer le travail. Ça va être le thème et peut-être le titre du prochain livre. Qu'est-ce que ça veut dire libérer le travail? Qu'est-ce que ça veut dire repenser l'économie à partir du travail? Repenser l'entreprise à partir du travail tel qu'il se fait. Pas à partir de la notion de travail, hein, mais à partir de la réalisation de la valeur par le travail. Le dire, c'est beau, c'est encourageant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on peut penser une entreprise à partir de la considération du travail comme le cœur même de l'entreprise? Ce sera mon second point. Et puis 3e point, qui est le plus acrobatique,
et le plus, voilà, le plus vulnérable, je vais vous présenter quelques idées, quelles sont mes réflexions actuelles, en temps réel, si vous voulez, sur l'entreprise, pour articuler travail et organisation, et notamment autour de la question de la communauté. Et ce sera la thèse ou l'hypothèse que je formulerai devant vous. Donc c'est l'hypothèse suivante. Le problème de l'entreprise, pour le dire un peu facilement, le problème de l'entreprise, c'est de se penser comme organisation et d'être incapable de se penser comme communauté. Or, j'essaierai de défendre qu'un groupe humain fondé sur le travail doit se penser d'abord comme une communauté humaine, qui se trouve être organisée, mais c'est d'abord une communauté. Or, penser une communauté, c'est très compliqué en sciences de gestion, en économie d'ailleurs, en général. Je crois qu'il n'y a pas de réflexion sur la communauté en économie. On pourrait imaginer qu'il y en a en sciences de gestion, il y en a très 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 peu. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez 3 points. D'abord le travail. Ensuite, comment on peut mettre le travail, une fois qu'on a dit que le travail c'est important, comment on peut le mettre au cœur de l'entreprise, par ce renversement, hein, mettre le travail au cœur. Et puis, troisième temps, que signifierait, pour mettre le travail au cœur, que de repenser l'entreprise comme communauté. Alors je commence par la disparition du travail et ses conditions de réenchantement. Alors le mot est un peu galvaudé, peut-être un peu facile, mais bon. C'est mon premier point. Disparition du travail et conditions de réenchantement. Disparition du travail et conditions de réenchantement. Alors, disparition du travail, je résume la thèse que j'ai développée donc, dans le travail invisible. Je le fais sans vergogne. D'abord, pour éviter la confusion de ceux majoritaires, sinon... Oui, pas unanime, parce que je sais qu'il y a une personne qui l'a lu, mais majoritaires qui n'ont pas lu. Le travail invisible n'est pas un livre sur le travail au noir, ou sur le travail caché, ou sur le fait que le travail a disparu, que les gens ne veulent plus travailler. Je dis ça parce que des journalistes m'ont abondamment posé la question. Et c'est un livre sur le fait qu'on travaille énormément, mais que le travail est curieusement invisible aux organisations chargées de gérer le travail. Le travail a été rendu invisible par l'organisation elle-même. Le travail réel, le travail tel qu'il se fait, le travail incarné, le travail qui a un corps et qui s'appuie sur une personne qu'on peut appeler le travailleur, il est rendu invisible par un système de reporting, d'écran, de contrôle, de tableurs Excel, de ratios, en particulier de chiffres de ratios financiers, et finalement de l'abstraction financière, qui n'est pas liée nécessairement à la finance en tant que telle, mais à l'abstraction. L'abstraction par la finance, qui fait qu'on peut très bien penser, être persuadé de gérer une entreprise sans avoir jamais vu un travailleur. C'est du vécu, j'imagine, pour vous aussi. On peut très bien être persuadé de comprendre l'entreprise. Le grand tableau dans la salle des machines, avec tous ces tableurs, mais on n'a jamais vu un travailleur. À part ses collaborateurs directs, qu'on ne voit plus comme travailleurs d'ailleurs, mais comme collaborateurs directs. Et travailleur, pour moi, c'est pas l'ouvrier, vous voyez, casquette lissée sur la tête et avec un mégot. Hein, c'est pas cette image d'Épinal. C'est la personne qui travaille en tant qu'elle travaille. Et quand je vous dis qu'on ne voit même plus le collaborateur en tant que travailleur, ça veut dire qu'on ne voit plus le collaborateur en tant qu'une personne qui passe du temps, qui va passer une partie de sa vie à travailler et pas simplement à remplir une fonction et à contribuer à alimenter la grande machine à chiffres. Voilà. Le travail est devenu invisible. Il est devenu invisible, et je vais avancer un peu dans la thèse que je vous exposais tout à l'heure, qui est la thèse du bouquin en cours. Il est rendu invisible parce que l'entreprise se pense comme une organisation. Et que plus l'entreprise se pense comme une organisation, plus elle fait disparaître les personnes qui la composent, qui la construisent. Et plus elle peut devenir abstraite. Un système organisé. Pendant des millénaires, on a travaillé dans des espaces qui n'étaient pas organisés. C'est le travail qui organisait l'espace. Exemple, la ferme.
La ferme est un travail est un lieu de travail qui est organisé par le travail. Le travail de la traite, le travail de l'élevage, le travail de l'élevage des poules, le travail de la terre, évidemment, organise l'espace. C'est à partir de l'espace que l'organisation se construit. L'artisan médiéval, l'artisan du Moyen-Âge, possédait, comme vous le savez, ses outils de production. Même le serf, au Moyen-Âge, même au temps reculé du servage dans l'Europe occidentale, le serf possédait ses outils. Il était attaché à une terre, mais il possédait ses outils. Parce qu'il était impensable, dans la mentalité des hommes précédant le XVIIIe siècle, qu'une personne puisse être dépossédée de ses outils de travail sans déchoir dans l'esclavage. La différence entre l'homme nécessairement libre et l'esclave, c'est que l'homme est libre parce qu'il possède ses outils de travail. Et que l'esclave, il est lui-même un outil de travail. Il n'est pas un homme. Il n'étant pas un homme, il ne possède aucun outil. Il y a un lien profond, anthropologique profond, entre le fait de travailler, de posséder ses outils, d'être libre de travailler, et le fait d'être un homme. Un être humain, j'entends. D'être un être humain. Donc l'homme est un acteur de son organisation à partir de son travail pendant des millénaires. Les cathédrales, on a mis beaucoup de temps à construire les cathédrales, pas pour des raisons technologiques seulement, mais pas essentiellement pour des raisons technologiques, mais tout bêtement parce que les artisans étaient libres, et ils possédaient leurs outils, et ils allaient se vendre dans les chantiers qui offraient du travail. Ils étaient totalement libres. Et donc, si vous n'avez plus d'artisans, vous arriviez de construire la cathédrale, il fallait de nouveau trouver les moyens de les attirer. Le Moyen-Âge enfin le Moyen-Âge gothique, du XIIe, XIIIe siècle, est un grand moment de marché du travail. Un grand moment de tension sur le marché du travail. Il fallait vraiment attirer les compagnons pour que la cathédrale soit terminée. On mettait donc des années, des décennies, voire des siècles. Et parfois on ne terminait jamais, comme Strasbourg. Bien, et puis cette conception du travail, je ne vous apprends rien, je sais bien, mais c'est pour nous mettre en bouche, là. Cette conception du travail est transformée radicalement à partir du XVIIIe siècle, à partir de la révolution industrielle, et à partir essentiellement de l'émergence du libéralisme, qui va autonomiser les personnes, c'est-à-dire qui va détacher les personnes des associations, des confréries, du compagnonnage, qui leur permettaient de créer des corporations, de se défendre et d'être libres à l'intérieur de ces corporations. Le libéralisme va inventer le marché du travail totalement libre, c'est-à-dire fondé sur des personnes autonomes, et le capitalisme industriel va mettre en place ce que nous connaissons et que nous considérons comme tout à fait normal, et même une condition du développement, la séparation entre le capital et le travail. À partir du XVIIIe siècle vont naître des entreprises dites de capitaux, naissance fin du XVIIe siècle, mais émergence XVIIIe et surtout bien sûr XIXe, jusqu'à devenir très majoritaire au XXe siècle. À partir des années 30, l'entreprise de capital dépasse la commandite, elle devient l'entreprise de référence, oui, 1930. Et l'entreprise de capital, c'est une entreprise dans laquelle le travail est organisé. Le travail est organisé par le capital. Les détenteurs du capital permettent d'acheter les outils de production qui invitent les travailleurs à les utiliser. Il y a, vous voyez, un renversement très important, très radical, au XVIIIe, XIXe siècle, renversement de l'homme relativement à l'outil de travail. L'homme possède ses outils de travail pour être un travailleur libre. À partir du XVIIIe siècle, il est dépossédé. C'est dépossédé, il n'y a pas de complot. Il est dépossédé de ses outils de travail pour être au service d'une organisation, pour être au service d'un machin qui va prendre un peu de temps pour se constituer en société, vous voyez, en entreprise. Ça va prendre un siècle. Mais ce machin est organisé. Parce que les personnes qui viennent travailler ne possèdent pas des outils de production. Il faut donc
organiser le lien entre l'outil et les personnes, les êtres humains. Et ça nous paraît évident, c'est une grande révolution, je vous apprends rien, c'est une grande révolution économique, parce qu'on va évidemment décupler l'activité du travail en... L'artisan, il avait ses outils, mais il n'avait que ses outils, donc il ne pouvait jamais construire quelques morceaux de cathédrale. Mais dès lors que le capital peut s'investir que sur les outils, et donc il invite les travailleurs à se soumettre, en tout cas à s'aligner sur l'investissement en outils, il va y avoir un décuplement des machines. C'est la révolution industrielle, la première, puis la seconde, puis la troisième révolution industrielle. Un décuplement des machines, et donc une nécessité de plus en plus grande d'organiser, d'aligner le travail humain au capital. Cette rupture, c'est évidemment Karl Marx qui en a le mieux parlé, et quoi qu'on pense du marxisme et de son devenir, on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que le plus grand penseur de cette rupture, le penseur le plus cohérent, c'était Karl Marx, qui a bien montré que cette rupture est d'abord anthropologique. Elle est économique, donc anthropologique, parce que du coup, il a fallu repenser l'homme. L'homme libre est l'homme qui possède ses outils. L'homme moderne est paradoxalement l'homme libre qui ne possède plus ses outils. Quelle est sa liberté, dès lors? Alors, ce n'est pas mon propos, j'ouvre simplement cette note de bas de page. Bien sûr que sa liberté, ça va être celle de consommer, et qu'il va trouver dans la consommation la liberté qu'il a perdue dans le travail. Mais, si vous voulez, on en reviendra à l'apéritif, ou durant les questions si vous voulez. En tout cas, quelle que soit l'élaboration théorique et idéologique que l'on fasse, ce qui importe, c'est de comprendre deux choses, c'est qu'il y a une division, une double division, une division du capital et du travail, et une division du travail humain lui-même. Et que l'homme est mis au service de machines organisées, d'une machinerie organisée qui va prendre le nom d'entreprise. C'est intéressant que les premières entreprises de capitaux, il y avait 50 entreprises cotées en 1850, 49 étaient des entreprises de chemin de fer. Parce qu'il fallait beaucoup de capitaux pour construire des chemins de fer, et en même temps, c'est intéressant que c'est le chemin de fer qui a organisé le travail, et qui, à terme, le travail à la chaîne, le travail de masse. Donc c'est dans ce cadre qu'est née l'entreprise moderne comme espace de coordination du travail. Une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Il y a des espaces de travail organisés dans lesquels l'homme doit se sentir, enfin, l'homme doit se soumettre pour s'épanouir. Pour ceux qui connaissent mon travail, j'ai passé maintenant 25 ans à essayer de montrer que l'entreprise est devenue le lieu politique le plus important de la société moderne, parce que c'est là que se joue l'essentiel le nœud anthropologique majeur de nos sociétés, c'est là où se situe la création de valeur et en même temps l'organisation de la vie, de notre vie, à partir d'un travail qui n'est pas organisé par nous-mêmes. Alors, je crois qu'il est important de conserver à l'esprit cette histoire parce qu'aujourd'hui, il nous faut repenser l'entreprise. Enfin, parce que l'entreprise a toujours été repensée. Hein. L'entreprise, ce n'est pas un lieu fermé, ignoble, où les gens sont fermés. Elle a toujours évolué depuis la mine des années 1810. Et on se posait la question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la terre qui appartient à tous? Jusqu'à quand je peux librement travailler dans le sol, parce que la terre appartient à tous. C'était un grand débat en 1810. Jusqu'aux entreprises aujourd'hui, libérées, hippies, épanouies. L'entreprise s'est toujours pensée et repensée, évidemment. C'est un lieu qui organise la vie des gens à travers leur travail. Et le travail, c'est si important. Donc, c'est repensé. Et je pense que c'est essentiel, et je le dis notamment aussi aux étudiants, parce que je sais qu'il y a des étudiants. Vraiment, je crois que vous ne pouvez pas penser l'entreprise, et notamment si vous devenez chercheur, vous ne pouvez pas penser l'entreprise si vous n'avez pas une vie historique de l'entreprise. L'entreprise que nous connaissons aujourd'hui a une histoire, et donc est inscrite dans une histoire, et va se développer grâce à vous, grâce à nous, grâce aux personnes présentes. On le verra tout à l'heure, vous l'avez vu déjà dans vos échanges. Bon, donc il se joue une dialectique qui va être centrale dans ce que je vais raconter par la suite. D'une part, le travail porté par les personnes vivantes,
Le travail, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent. Voilà pourquoi je voulais appeler le livre Le travailleur invisible, pas le travail invisible, parce qu'on finit par penser que c'est un concept de travail. Quand on parle du travail, on parle de l'activité concrète des gens incarnés. Donc, il y a des travailleurs, donc des personnes vivantes. Et Marx emploie ce mot de travail vivant que je trouve essentiel. Le travail est vivant parce qu'il est porté par des personnes vivantes. Ne l'oublions pas. Et donc, le travail dont je me permets de vous rappeler les trois dimensions essentielles, un travail subjectif, c'est toujours un sujet qui travaille, une personne qui travaille. Il est objectif, on fabrique quelque chose, et la fabrication d'un objet est essentielle parce qu'elle me met à distance de mon travail. Je ne travaille pas pour moi-même, enfermé de manière confuse et autiste, vous voyez, dans mon activité. Le travail, dans le fait même de produire quelque chose qui sera évalué par quelqu'un d'autre, me produit moi en tant que travailleur. Celui qui dit très bien ça, c'est encore Karl Marx, hein, par parenthèse. Et c'est important parce que sans performance, parce que fabriquer un objet, c'est être performant. Il faut que l'objet corresponde à la promesse, il est performant, et puis il faut qu'il puisse répondre à des critères de valorisation par un autre. Vous voyez, l'artiste qui peint et qui dit je peins et c'est merveilleux, c'est vraiment je suis un génie, ben, il n'est pas un génie tant qu'il n'y a pas au moins un acheteur ou quelqu'un d'autre qui confirme son génie. Cette objectivité du travail est importante. Donc le travail est subjectif, je me fabrique en tant que travailleur. Il est objectif, je fabrique quelque chose qui rend compte que je suis un travailleur. Et troisième temps, il est toujours collectif. Le travail se fait toujours avec d'autres. Même quand je travaille seul, je travaille en lien avec ceux qui ont permis l'électricité, le son, voilà, la vie dans laquelle je m'inscris. Je donne dans le livre un exemple que tout le monde peut vivre. Lorsque vous achetez une baguette de pain, je me permets de vous conseiller l'exercice d'imaginer la quantité de la chaîne de travail qu'il a fallu pour que vous preniez votre pain à la main. Depuis ceux qui ont permis l'électricité, les fours, la farine, vous voyez, tout ça en amont, le boulanger lui-même, la personne qui vous vend le pain à ce moment-là, la personne qui a imprimé les billets, tout ça se fait à ce moment-là, dans cet acte qui a l'air si simple, d'acheter du pain. Il y a une cristallisation, une concrétisation de milliers et de milliers d'heures de travail très différents. C'est magnifique de penser ça. Je crois que c'est ça la civilisation. C'est lorsque j'achète ma baguette de pain, de pouvoir savoir que tout ça, cette division, a concouru à ce geste-là. Ça, c'est donc la partie subjective, objective, collective. Le travail, c'est ça. C'est notre vie, votre vie, notre vie, quelle qu'elle soit, de travailleur. Mais le travail, c'est aussi un travail organisé par une entreprise, et donc, dont je suis dépossédé, de ce point de vue. Mon travail, qui est si important pour me fonder en tant que travailleur, prof, chercheur, ce que vous êtes, dans vos différentes activités, c'est important, c'est votre travail qui vous fonde. Ben, ce travail, on est aussi dépossédé parce qu'on confie à l'organisation le soin de lui donner son sens, sa direction, sa stratégie, son évolution et parfois son absence, quand on est privé de travail. Et donc une tension entre ce travail vivant et ce travail organisé. Alors je pense que je vais passer vite sur ce point. Ce que j'essaie de montrer dans le travail invisible, c'est que la financiarisation avait extrêmement évacué le travail vivant, le travail des gens qui vivent, le travail réel, comme on dit, pour surévaluer la dimension organisée du travail, et notamment reporting, vous voyez, gestion, objectif, et tout ce qui fait qu'on a une hyper abstraction des organisations, de l'organisation, au détriment de la connaissance, je vous le disais en introduction, de la vie réelle, ce qui fait. Le RP, les flux, la gestion des flux, la gestion par les tableaux, remplace le contact direct qui fait que je rencontre un travailleur. Bon. Abstraction donc du travail réel. C'est, je crois, encore une fois, peu importe soit la finance qui conduit à ça, c'est toute une histoire qui est écrite dans le bouquin, mais c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, en temps de crise, c'est que le travail, il a disparu. En tout cas, il a disparu. Il est plus vu dans ce qu'il est vécu. S'il y a des enseignants ici, non. S'il y a des personnels médicaux ici, c'est l'exemple pour le plus frappant, parce que
ces personnes qui vous disent, en fait, moi, quelqu'un m'a dit ça l'autre jour, je trouve ça bouleversant. C'était une personne qui était infirmière qui me dit, enfin, moi j'arrête, j'ai changé de métier, parce que j'ai choisi ce métier pour être en contact avec les patients et pour servir, quoi. Et je passe mon temps à remplir des tableaux et à vérifier que les lits tournent. Et voilà, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais tolérer en tant que, avec beaucoup de réflexibilité, hein, en tant que, enfin, je rate ma vie, quoi. Parce que ma vie, moi je voulais devenir quelqu'un qui soigne, pas quelqu'un qui remplit les tableaux. Voilà. Alors, la financiarisation a conduit à ça, on en est là. Moi, la thèse que je défends dans le livre, c'est que la crise, c'est essentiellement ça, c'est une crise de l'absence de travail. On ne sait plus contrôler. Plus ça va, plus j'ai eu beaucoup de retours sur le bouquin, plus je constate qu'il y a des entreprises qui sont, c'est de moins en moins vrai, mais qui sont gérées comme l'Union soviétique était gérée dans les années 80. C'est-à-dire que vous aviez des plans, des tableaux, tout était parfait, on a l'impression que le PIB montait, etc. Et quand vous alliez dans la rue, il n'y avait rien dans les magasins, les gens ne travaillaient pas dans les usines, vous voyez. Et on continuait à avoir, pour les plus anciens, il y avait toute une rhétorique autour du fait, mais que ça marchait, c'était vraiment l'URSS, il n'y avait pas de progrès plus considérable de l'humanité, d'économie. Et pour être à Moscou en 1992, c'était frappant, entre le discours officiel de ce que devait être notamment la consommation en URSS, et ce que vous voyez dans les rues de Moscou, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et que dans les magasins, il y avait zéro, il y avait une saucisse, je me souviens, dans une boucherie, là, une saucisse qui pendait, c'était la seule chose à vendre. Je me disais, mais comment ils font pour croire ce qui est dit à la télé? Ben, ils ont cru un moment, et puis à un moment donné, ils n'ont plus cru. Ça s'est effondré. Moi, je suis sur la ligne, je pense que c'est ce qui se passe dans notre économie aujourd'hui. Tout le monde sait en entreprise qu'on raconte des histoires avec les tableaux de bord, avec les machins, qu'on est à côté du réel, qu'on invente des choses, qu'on arrange pour que ça rentre. Tout le monde le sait. Alors, c'est pas aussi considérable que l'URSS peut-être, mais on sait bien qu'on est à côté de la vraie vie. Tout le monde le sait. Mais sauf qu'à un moment donné, la vraie vie se rattrape et que ça s'arrête. Le travail commence. Vous voyez, la courbe d'intensification de l'usage du travail, à partir des années 80, de 2005, on voit que la courbe s'arrête. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver d'accroissement de productivité en Occident, d'accroissement de productivité du travail, parce qu'on a atteint le maximum possible de l'engagement des personnes. Bon, ça c'est donc sur le passé. Et nous en sommes aujourd'hui à ce moment historique passionnant où il faut repenser l'entreprise. La crise, c'est ça, hein, il faut repenser. La crise des années 30, il a fallu repenser l'entreprise, et c'est l'entreprise fordienne qui est née. La crise des années 1900, il a fallu repenser l'entreprise, et c'est la première mécanisation qui est née. À toutes les époques de crise, on repense l'entreprise, puisque l'entreprise est le cœur même de l'activité économique, c'est le travail organisé. C'est la façon d'organiser le travail. Et dès lors qu'il y a crise, c'est que le travail n'arrive pas à produire assez de valeur, et donc il faut réorganiser le travail différemment. Et voilà pourquoi on est en train de repenser l'entreprise aujourd'hui. Il y a une très grosse activité, comme vous le savez, pour repenser les entreprises, pour repenser ce qu'est une entreprise, et comment, notamment, libérer l'entreprise. Bon, vous savez qu'il y a même un courant sur l'entreprise libérée, qui vaut ce qu'il vaut, qui a son intérêt, bien sûr. On en reparlera si vous voulez. Moi, je suis sur la ligne plutôt de libérer le travail que de libérer l'entreprise. C'est-à-dire que si vous m'avez suivi jusqu'à présent, il y a le travail qui est subjectif, qui est objectif et collectif, qui est le travail incarné, toujours autour de personnes. Et puis vous avez l'organisation qui organise le travail. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant comment libérer l'organisation que comment libérer le travail. Comment faire en sorte que le travail soit libéré des contraintes de l'organisation. Isaac Getz, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc c'est pas du tout une critique, hein, c'est simplement, on réfléchit tous les deux et on réfléchit dans le même sens. Simplement, je mets plutôt le curseur du côté du travail que du côté de l'organisation, parce qu'il me semble que justement le problème, c'est qu'il y a trop d'organisation et pas assez de regard sur le travail. Et j'en arrive à mon second point, donc, travail et libération. Et là, je voudrais vous parler de Simone Veil. Parce que je me suis dit, il faut un hommage à Simone Veil ici, ce soir. On n'en parle pas assez de Simone Veil. Je parle bien sûr de la grande philosophe française, morte en 1943. Voilà. Si on pense que ce qui est arrivé à notre économie, ce sont des contraintes organisationnelles tellement grandes sur le travail, que le travail est devenu invisible,
il faut donc le libérer. Il faut revenir à la source de l'économie, c'est-à-dire au travail tel qu'il se fait. Alors je fais à l'allemande le travail avec des traits d'union, le travail tel qu'il se fait, tel qu'il se réalise, le travail vivant, le travail des gens vivants. Et il faut repenser l'entreprise à partir du travail des gens vivants. Bon, une fois qu'on a dit ça, on applaudit, on se dit c'est merveilleux, on va enfin retrouver la vraie vie des vrais gens, c'est sûr. Sauf qu'une chose est de le dire, une autre est de penser l'entreprise à partir du travail réel. Et quand j'ai écrit le livre, mon éditeur, pour rien vous cacher, m'a dit il faut quand même mettre quelques recettes à la fin, donner quelques pistes, parce que les gens aiment bien ça. Bon. Et j'ai eu la faiblesse d'en mettre, ce dont je ne suis pas le plus fier, parce que je pense que ce n'est pas la partie la plus riche du livre, et Xavier me confirme, je le remercie, mais je suis persuadé, mais bien sûr. Et parce que les solutions sont en train d'être trouvées. Les solutions, la mise en visibilité du travail, la sortie de crise, parce que le travail est considéré de façon différente, elles sont en train d'être trouvées. C'est pas moi, de mon chapeau, qui vais trouver les 3 solutions. Alors, il y a des pistes qui me semblent totalement absurdes, je te remercie de le souligner quand même, qui ne sont pas absurdes, mais enfin bon, ce sont des pistes. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui, pour voir comment on va chercher, je crois que demain vous allez avoir une intervention ce sujet concrète, comment on va chercher le travail là où il se réalise, pour reformuler l'entreprise, pour repenser l'entreprise. Donc, moi, plus modestement que ce qu'on m'a conduit à faire, mon rôle, c'est d'observer ce qui se passe, et j'observe, je peux vous le dire, ce soir, que j'observe d'abord des transformations considérables dans les entreprises, et même dans les très grandes. Il y a une vraie appropriation de la question du travail. Moi, je travaille pour une grande entreprise, une grande banque, ils mettent en place une reconsidération de leur système organisé à partir du travail qui est absolument remarquable. Absolument remarquable. Bon. Il y a des entreprises comme une grande entreprise de pneumatiques dont je tairai le nom, dont le siège social est à Clermont-Ferrand, qui le fait depuis longtemps. J'ai rencontré son directeur général qui avait lu le bouquin sur le bouquin, et donc on l'a partagé, mais vraiment il m'a partagé combien Michelin est sur cette longueur d'onde depuis toujours, je dirais, et que c'est dans sa génétique, et qu'aujourd'hui précisément cette vieille entreprise considérée comme has-been et voilà familiale, etc., est une entreprise en pointe en termes de transformation, et une entreprise modèle pour les entreprises qui veulent se transformer et qui ont cru très malin de faire de la financiarisation. Bon, voilà, ces recettes étant écartées, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de penser les modalités, parce que je vais rester dans mon rôle qui est dessus de la réflexion, penser les modalités, les conditions pour penser justement, je crois, une entreprise de sortie de crise, une entreprise qui se centrerait sur le travail et donc sur l'homme. Mais en fait, l'entreprise n'est pas là pour se centrer sur l'homme en général, mais sur l'homme qui travaille, sur le travailleur. Alors, pour le faire, je vais employer un gros mot. Je pense qu'il faut être très ferme sur une philosophie du travail. Je pense que ce qui nous manque, en fait, c'est une philosophie du travail. Ce n'est pas des considérations générales sur le fait que l'homme est important, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut mettre l'homme au centre de toute chose. C'est fou dans une entreprise qui met l'homme au centre. Hein. Je pense. Quelle entreprise ne met pas l'homme au centre? C'est l'inverse, il faudrait faire une étude dans l'autre sens. Sauf que, entre le dire et avoir une vraie philosophie du travail, c'est-à-dire avoir réfléchi profondément sur ce que signifie le travail, et ce que signifie le travail dans l'acte de diriger, pour celui qui pense son organisation, ou dans l'acte de manager pour celui qui manage. C'est ça qui manque, en fait. C'est une philosophie du travail. Je ne sais pas si ça vous parle ce soir. J'étais très heureux. L'autre jour, j'étais interviewé par un journaliste, je lui ai dit ça, et il a adhéré tout de suite. Alors je dis, c'est bon, nous avons fait un grand progrès, parce que philosophie du travail, ça peut paraître très prétentieux et voyez, très aérien. Ben non. Il nous manque de penser le travail avant de l'organiser, si vous voulez. Avant de trouver des solutions. Puisque le travail est organisé depuis 2 siècles, avant de trouver des solutions et d'avoir des techniques, comment on le pense, le travail? Et je voudrais vous donner la clé, le sésame, pour moi,
que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation. Que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation. Cette phrase est bien sûr de Simone Weil, que je considère comme le plus grand penseur du travail depuis Marx et au-dessus de Marx. Puisqu'elle a lu Marx et elle a interprété Marx. Et notamment, elle a une vraie analyse anthropologique du lien entre la spiritualité du travail et sa signification sociale et politique. Que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation. Voilà la clé pour Simone Weil. Et je voudrais vous dire quelques mots sur Simone Weil, parce que je pense qu'elle est trop méconnue. Je crois que c'est la clé pour la libération du travail. Cette phrase se trouve en exergue d'un livre qui s'appelle Le Journal d'usine, qui n'est pas un livre voulu par Simone Weil, mais qui est un recueil de textes issus de son expérience d'ouvrière, puisqu'elle a voulu être ouvrière. Je vous raconte rapidement sa vie. Elle naît en 1909 et elle meurt en 1943. Une vie courte, donc, hein. Intense. Famille juive non pratiquante et même non croyante, je pense, enfin, de tradition juive. Élève brillantissime à l'école normale, fille 1925, brillantissime, donc normale sup, et elle sort prof de philosophie. Prof de philosophie plutôt orientée sur les idées de socialisme, oui, on est dans les années, fin des années 1920, socialisme anarchiste. Oui. Pas léninisme, pas Union soviétique, même de l'époque, elle n'est pas fascinée par ça. Elle est très anti-parti, anti-mouvement, vous voyez, mais donc fascinée par la générosité des mouvements socialistes qui essaient de penser une société meilleure à partir de la vie des travailleurs qui n'est pas celle des travailleurs d'aujourd'hui. Bon, elle est de quoi mouvement et elle est inclassable. Hein. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est de gauche, de droite, elle est inclassable. Mais voilà, son inspiration est plus là. Grande générosité, elle sera toujours très animée par ça. Et très animée par le désir de transformer la société. Le désir de ne pas laisser... le désir que l'intellectuel soit au service de ceux qui souffrent. L'intellectuel, c'est pas quelqu'un qui pense le monde. C'est une littéraire, hein, grande helléniste. Mais la philosophe, spécialiste de Platon, ne peut pas ne pas être au service de ceux qui souffrent. Ça, c'est Simone Weil. Et ça va se traduire par des choses magnifiques, comme le fait qu'elle écrit un livre que je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, en 1933, Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, un petit bouquin qui est édité en folio. Ça fait 100 pages. C'est un texte remarquable d'intelligence. Alors, vous le lisez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle parle de l'économie d'aujourd'hui. Grande critique de Marx, hein, très très forte, très très pertinente critique de Marx. Et ensuite, des propositions, donc des conditions, réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Mais cette femme, moi je suis vous pouvez le constater, un grand admirateur de Simone Weil, si vous ne l'avez pas compris. Ce qui me bouleverse Simone Weil, c'est qu'en 1934-35, elle dit « Mais moi je ne peux pas comprendre le travail. Hein, c'est bien d'écrire les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression, mais qu'est-ce que j'en connais moi du travail ?» Donc elle va devenir ouvrière et elle va faire l'expérience ouvrière pendant un an. C'est une fille, je ne vous l'ai pas dit, très fragile, une santé très fragile, très fragile. Et être ouvrière en 1935, ça demande une certaine santé. Elle va choisir de le faire et de se vendre sur le marché du travail. Donc avec ce que ça signifie d'avanie, de licenciement. À l'époque, c'était pas aussi encore plus facile que ça peut l'être aujourd'hui. Donc c'est voilà, un monde difficile et elle va tout vivre. Et c'est ça qui est essentiel pour bien comprendre Simone Weil. Elle ne le fait pas pour regarder les ouvriers, pour dire « Ah ben, je vais faire mon stage ouvrier, j'aurai vu des ouvriers, comme ça, je peux en parler, puisque je les ai vus. Ou bien, je vais écrire un livre larmoyant sur la condition ouvrière de ces pauvres gens, qu'est-ce qu'on leur fait vivre ?» Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment le travail agit sur elle. Elle se dit « Je suis une intellectuelle. Comment je peux comprendre ce que ça signifie de travailler pour l'être humain que je suis ?»
Hein, on a dit tout à l'heure que le travail est subjectif. Il me fait en tant que travailleur. Et l'objectif est collectif, hein, mais subjectif. Il me fait en tant que travailleur. Je suis infirmière, je suis institutrice, je suis dirigeante d'une entreprise. Vous voyez, ça me fait en tant que personne, ce travail. Eh bien, elle veut le voir au niveau de la condition d'une ouvrière. Et elle va vivre et prendre des notes pour savoir ce que ça produit chez elle. Là, je m'adresse à mes amis chercheurs, à mes collègues chercheurs. C'est une méthode, je vous assure que c'est une méthode qu'il faut aller retrouver chez ces maladies. On a trop tendance, nous, à faire de l'entomologie et à aller voir ce qui se passe là-bas, et puis retirer des éléments qualitatifs en disant j'ai vu ça, je vous en rends compte. Elle, ce qu'elle voit, c'est ce qui se passe chez elle. Sa santé, son cœur, son énergie, et elle se voit crever, alors dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais fatiguée, incapable de penser, et elle, c'est une grande intellectuelle. Elle rentre chez elle et est incapable de penser, et elle note ça. Comment le travail inhumain de l'usine de l'époque finit par déshumaniser Simone Veil elle-même en tant qu'intellectuelle. Bon, ça dure un an. Et pour les chefs d'entreprise ici présents, lisez ces textes dans le journal d'usine. Elle a un dialogue avec le chef d'entreprise, enfin le directeur de l'entreprise dans laquelle elle travaille, qui est magnifique, parce que cet homme est aussi magnifique. Il lui répond du point de vue du dirigeant, avec toutes les contraintes du dirigeant. Il dit, mais madame, je ne peux pas, mademoiselle, je ne peux pas faire mieux, mais il est très humain lui-même, il veut faire mieux, mais je ne peux pas, il est pris dans les contraintes de l'organiser, et elle lui répond, regardez toujours l'homme, regardez ce qui se passe chez l'homme, ne perdez pas de vue ce que ça traduit dans le corps des personnes qui travaillent sous vos ordres. Il y a ce dialogue qui est magnifique. C'est une série de lettres entre eux. Vraiment, je vous invite à le lire. Bon, je passe la fin de la vie de Simone Veil. À partir des années... Bon, évidemment, elle s'engage dans la guerre d'Espagne, mais elle est blessée tout de suite, elle est rapatriée. Bon, c'est vraiment une pauvre fille sur le plan de la santé. Elle est vraiment très, très... mais elle veut tout... elle veut tout côté. Puis, elle s'engage un parcours spirituel extraordinaire, remarquable. C'est une grande spirituelle du XXe siècle. Pas religieuse, mais spirituelle. Vraiment de très haute tenue. Hein. Et puis, à la guerre, elle veut absolument faire la guerre, évidemment, parce qu'elle est prise par l'injustice, elle est prise par toute sa vie, c'est ça. Et donc, sa famille émigre à New York, elle revient se faire rapatrier à Londres, je vous passe les détails, et elle veut partir absolument en France, pour se faire parachuter en France. Vous imaginez Simone Veil parachuter en France, personne ne veut évidemment la parachuter, elle est tellement fragile, elle est tellement... Bon. Et elle finit par mourir en 1943. On a longtemps pensé qu'elle s'était laissée mourir de faim, en tout cas de consomption, de tristesse, parce qu'elle ne pouvait pas agir. Elle était privée de tout, et elle voulait y aller. Si vous donnez le personnage. Alors, je fais exprès de vous donner cette vie, parce que je pense que c'est bien de penser le travail, mais de penser le travail avec cette personne-là, c'est autre chose. C'est pas une personne qui vous aligne des concepts, c'est une personne qui l'a vécu dans sa chair, et qui peut nous en parler, comment dire, avec autorité. Et c'est elle donc qui écrit cette phrase en exergue de journal d'usine, que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que, c'est une helléniste, la contemplation, c'est le moment de réflexivité où je peux voir ce que j'ai fait et ce que j'ai fait a fait de moi. C'est ça la contemplation. N'entendez pas la contemplation, je me mets, je regarde les astres et j'ai des grandes pensées générales sur le monde. C'est pas ça. La contemplation, c'est ce recul sur ce qu'on fait pour se poser la question que je nous invite tous à nous poser chaque soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que ce que j'ai fait a fait de moi? Qu'est-ce que je suis devenu par ce que j'ai fait en tant que prof, en tant que chercheur, en tant que dirigeant? Qu'est-ce que ce que j'ai fait a fait de moi? Donc, que pour chacun, son propre travail soit l'objet de contemplation. L'infirmière, dont je parlais tout à l'heure, elle est privée de contemplation, elle ne peut plus savoir ce qu'elle a fait. En tout cas, ce que ça a fait d'elle, ça ne l'intéresse plus. Et elle s'en va. Et donc, le point clé dans la pensée de Simone Veil que je partage, vous avez compris, sur laquelle je voudrais travailler, maintenant, c'est qu'on libérera le travail, on libère le travail, du point de vue de l'organisation, hein, du point de vue de l'entreprise, on libère le travail, dès lors qu'on ne lâche pas cette clé. Est-ce que je fais en sorte que pour chacun,
le travail soit un objet de contemplation, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de réflexivité pour que le travail soit quelque chose qui produit, et non seulement un objet, mais un être qui produit. Est-ce qu'on est encore sensible à ça? Alors, pour que vous voyez que c'est très concret et qu'il ne s'agit pas de faire une philosophie du travail aérienne, on est tous frappés aujourd'hui, quand on travaille sur le travail, par le fait que les artisans travaillent beaucoup plus que les autres et sont ceux qui sont les plus satisfaits de leur travail. Dans les enquêtes, hein. L'artisan, c'est celui qui travaille beaucoup plus que les autres et celui qui est le plus satisfait. Alors, c'est pas une application élémentaire de la phrase de Simone Veil dont je vous parle. C'est que mon plombier, à la fin de la journée, il voit un évier qui coule ou qui marche. Il peut contempler l'objet. Et puis, il peut voir dans le regard satisfait de son client que c'est un bon plombier qui est devenu quelqu'un. Ah, il peut se poser la question s'il travaille trop. Oui. Mais la contemplation nécessaire à assurer que le travail reste humanisé, l'artisan, il l'a encore. C'est pour ça que ça nous fascine toujours le potier. On donne toujours l'exemple du potier, du travail, ce qui est absurde, parce qu'il n'y a plus personne qui est potier, enfin, il y a très peu de gens qui sont potiers. Mais le potier, il fait son pot, puis à la fin, vous voyez bien que le pot, l'eau elle reste dans le pot ou pas. Donc, ça marche ou ça ne marche pas, tout de suite. Déjà, il peut contempler ça. Et puis, il peut se contempler en tant que potier. Ah, monsieur le potier, vous avez fait un beau travail. L'autre jour, il y a une personne qui visitait un chantier, et j'étais avec lui. Il regarde, c'est une personne vraiment, un artisan. Il regarde ça et il dit, les gens qui ont fait ça, ils doivent être fiers. C'est magnifique ça. Les gens qui ont fait ça, ils doivent être fiers. Il n'a pas dit, combien ça coûte ça? Ou là, bien, les coûts de production, hein, ou alors on a peut-être dépassé le budget. Vous voyez, truc. Les gens qui ont fait ça, ils doivent être fiers. C'est beau. Bon, contemplation, fier. Bon, vous voyez la force de cette phrase. Et si on la garde comme ancrage philosophique sur le travail, pourquoi c'est un ancrage philosophique? Et je reviens à cette idée de philosophie du travail. Parce que ça nous renvoie à deux choses. Une philosophie du travail, mais du travail avec les travailleurs. Que chacun soit pour lui-même, que le travail soit pour lui-même un objet de contemplation. Et je crois que, alors voilà, moi je vous partage cette conviction, je crois que Simone Veil en général, et cette approche-là en particulier, peut nous aider à penser le travail aujourd'hui. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point. Je suis peut-être trop long, les organisateurs, dites-moi. C'est trop long, hein? Un petit quelques minutes, ça vous va? Je tiens? Encore 2 minutes, ça vous va? Vous tenez, vous? Bon. Alors, parce que la troisième partie, je voudrais parler de ce sur quoi j'essaie de réfléchir aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, hein, de réfléchir aujourd'hui. À partir de ça, vous voyez ce qui m'anime, le passé, comment on est arrivé là par la disparition du travail, la philosophie du travail, comment on pourrait repenser un hôpital à partir du travail et donc de la relation patient-soignant et pas à partir de sa rentabilité. Mais comment on peut faire? Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas la solution et vous avez des solutions et nous avons tous une partie de la solution que nous allons mettre en œuvre dans les années qui viennent, bien sûr. Mais je voudrais donc partager avec vous la réflexion qui est la mienne aujourd'hui sur la notion de communauté. En fait, voilà comment je raisonne. Si le travail ne peut pas être objet de contemplation, c'est-à-dire c'est pourquoi en fait? Pourquoi le travail ne peut pas être objet de contemplation? Parce que le travailleur s'est effacé devant l'organisation. C'est l'organisation qui lui dit ce qu'il faut savoir de son travail. Tu as réalisé tant, ligne tant, tu as atteint tel objectif, tu as participé à tant de pourcents à l'objectif du groupe, tu as créé de la valeur pour l'actionnaire pour tant, oui, ça dépend des systèmes de rationalisation, mais c'est l'organisation qui contemple à sa place, si vous voulez, et qui lui donne une fiche en fin de mois, en fin de semaine, en fin d'année, une fiche de contemplation. Des tableaux de bord, des machins, tu es là. Vous voyez, c'est quand même sacrément dépossédé de l'acte vital qui est de contempler son propre travail de par soi en tant que personne. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi l'organisation, et c'est pas la première fois dans l'histoire, hein, systématiquement, qu'il y a des crises comme ça d'organisation, on pourrait dire, elle prive le travailleur
Excusez-moi. Pourquoi l'organisation prive le travailleur d'être l'acteur de la contemplation? Hein, vous me suivez là? Il y a un moment clé dans le développement, dans notre réflexion. C'est que on pourrait dire que la contemplation, en fait, elle est organisée. Elle est créée par le groupe, elle est créée par l'organisation. Que même le boulot d'un bon manager, c'est de porter le miroir et en fin d'année dire à son collaborateur, voilà ce que tu es. Or, c'est pas ça qu'on peut dire avec Simone Veil. C'est comment le collaborateur est propriétaire, enfin en tout cas mis en situation de pouvoir lui-même contempler, de pouvoir participer à ce processus. Or, mon hypothèse, et ça ne peut pas être une thèse aujourd'hui, mais une hypothèse, c'est que ça vient... Pourquoi donc cette disparition? Ça vient de la disparition d'une réalité humaine fondamentale qui est la notion de communauté, qui est la réalité d'une communauté. Ce qui disparaît en fait avec le travail des personnes, c'est leur appartenance à une communauté de travail. À une communauté de travail. Le plombier que vous allez regarder avec reconnaissance, c'est pas seulement parce que votre évier qui fuyait ne fuit plus, c'est aussi parce que vous considérez que c'est un bon plombier. Mais c'est quoi un bon plombier? Alors c'est facile parce que c'est un métier plombier, mais implicitement ça fait référence à une communauté de travail. Bien qu'il soit un artisan, hein, le métier. Dans une entreprise, ça traduit comment ça? Le fait d'appartenir à une communauté de personnes qui travaillent. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la communauté dans l'université, dans les écoles, dans les hôpitaux? Le fait d'être autre chose qu'une organisation, pensons à un hôpital. C'est un lieu organisé. Il faut que ça le soit, hein, je vais revenir. Il faut que ça soit organisé, bien sûr. Mais ce n'est pas qu'un lieu organisé. On le sent intuitivement. C'est aussi un lieu où des personnes se rencontrent, se connaissent. Ils ont une histoire. Ils ont un passé commun, une mémoire. Ah, ici, on a fait comme ça depuis longtemps. Et puis il y a des héros fondateurs. Vous savez qu'il y a des très belles recherches qui montrent que dans toute l'entreprise, il y a un héros fondateur dont on se rappelle la mémoire, on reproduit la mémoire, qui fait qu'on est dans cette entreprise-là et pas une autre. Et puis on se transmet cette mémoire. Et puis on a un destin commun, ensemble, pour aller quelque part. Et ça, c'est pas l'organisation. Ce sont les liens tissés par les personnes présentes, mais aussi passées, parfois mortes, qui ont participé, enfin disparues, mortes à l'économie ou décédées, qui ont fabriqué cette entreprise. Les entreprises familiales, c'est évident. On sent plus le communautaire d'entreprise familiale. Pourquoi? Parce qu'explicitement, elle se donne comme héritière d'une communauté, enfin d'une mémoire. Vous savez que les ethnologues nous montrent que la dimension fondamentale de la communauté, c'est la mémoire collective. Je n'ai pas qu'une mémoire personnelle, j'ai aussi une mémoire qui ne m'appartient pas, qui est la mémoire d'un groupe, et qui m'est commune, qui nous est commune. Et cette commune fait que nous sommes en commun. Je remarque avec vous, là je m'adresse en particulier à mes amis chercheurs, que le terme communauté est très peu employé dans la littérature. On va employer culture. D'ailleurs, peut-être vous avez pensé à ça dans mes exemples. Culture d'entreprise. Culture organisationnelle. Culture organisationnelle. On n'est pas fâché. Hein, il m'avait dit qu'il devait partir. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, qu'il n'hésite pas à le faire. J'avais dit que je le dirais. Culture organisationnelle ou, alors vous avez des trucs quand même assez aberrants, contrat psychologique. Chaque salarié est en contrat psychologique. Il y a une propriété psychologique de l'entreprise. Vous voyez, on tourne autour. On va inventer des mots du marché. Engagement affectif. Alors là, c'est des mots de la psychologie. Engagement affectif. Identification, bien sûr, vous êtes une langue littérature sur l'identification des personnes. On tourne autour, mais on ne dit pas le mot qui est le plus élémentaire. Il y a une communauté de travail. Ou il n'y a pas de communauté de travail, mais en tout cas, il y a un cum munus, je vais y revenir à l'étymologie de cum munus,
latine, il y a le fait qu'on est en commun. Il y a quelque chose de commun. Bon. Qu'il faut travailler. Pourquoi le mot communauté a été exclu par la gestion? Je vous invite, mes amis gestionnaires en particulier, ou économistes, à réfléchir à cette question. Pourquoi la communauté a été évacuée des sciences de gestion? On parle aujourd'hui des communautés de pratique. Mais justement, on a inventé le mot communauté de pratique parce qu'on ne sait pas trop comment gérer. Vous savez, les communautés de pratique, c'est notamment en informatique, enfin, dans les nouvelles technologies, c'est des communautés qui naissent entre des personnes qui ont des savoirs communs ou des pratiques communes et qui disparaissent avec les personnes. Et c'est bizarre parce qu'ils se mettent à travailler ensemble en dehors de l'organisation. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a une communauté de pratique. Et quand on ne savait pas trop comment, dans quelle catégorie de l'organisation les mettre, on a inventé le terme communauté de pratique. Je trouve ça intéressant. C'est récent, hein, communauté de pratique. Hein. C'est une littérature récente à l'échelle de l'histoire. Mais avant, peu de choses sur l'entreprise comme communauté. Au contraire, dire que l'entreprise est une communauté, c'est le paternalisme, ça. Ça sent la confusion entre l'affect, l'embrigadement, alors que l'homme, la femme, au travail, est autonome. Donc il faut surtout qu'il n'y ait pas de communauté, que l'organisation, bien sûr, on est là pour organiser, mais pas de communauté. Organisation et marché. Rien entre. Organisation, avec une hiérarchie, comme dit Williamson, et puis marché. Donc des gens autonomes qui acceptent d'être sous la hiérarchie, et s'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont envie d'être ailleurs, hop, ils vont sur le marché. Ça, c'est le modèle libéral dans sa splendeur. Or, quand ils sont dans l'organisation, ils sont peut-être dans autre chose que l'organisation. Enfin, pardon, quand ils sont dans l'entreprise, ils sont peut-être dans autre chose qu'une simple organisation. Ils sont aussi dans une communauté à laquelle ils ont adhéré. Et peut-être qu'ils sont même venus pour ça, parce qu'on leur a vanté que chez Michelin, il y a quelque chose. On n'a pas dit, ouais, l'organisation de Michelin, alors c'est comme ça, vraiment, alors, il y a la hiérarchie comme ça. Je connais peu de personnes qui viennent travailler parce que l'organisation est super. Par contre, je connais beaucoup de personnes qui sont allées dans tel hôpital ou telle entreprise, ou chez Michelin ou ailleurs, ou Limagrain, parce qu'on leur a vanté que là, il se passait quelque chose. Ou l'inverse, c'est-à-dire, on leur a vanté, surtout, n'y va pas parce que c'est vraiment horrible. Mais qu'est-ce qui est horrible? L'organisation. Toutes les organisations sont plus ou moins horribles. Hein. D'une certaine façon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais en revanche, l'horreur peut venir du fait qu'il n'y a pas... Ouais, c'est pas sympa. Vous savez, les mots du courant, hein, c'est qu'ils sont toujours intéressants. C'est pas sympa. Il y a une mauvaise ambiance. On fait rien ensemble. J'y trouve pas mon compte. Je me sens pas soutenu. Bref. Donc, c'est très difficile à définir communauté. Très difficile. J'ai un thésard qui travaille sur communauté. Enfin, j'en ai deux maintenant. Que sur l'entreprise comme communauté. Et on a découvert cette énormité scientifique que c'est très difficile à définir, même pour des anthropologues. Quand vous travaillez sur une tribu primitive, comme on disait naguère, vous voyez la communauté naître du périmètre même que vous avez défini. La tribu est isolée, donc vous dites, bon, on appelle ça communauté. Mais quand la tribu c'est Michelin, ou la tribu c'est une partie de Michelin, ou la tribu c'est Limagrain, ou la tribu c'est l'entreprise Tartampion ou un million, ou ce que vous voulez, pour comprendre la communauté, pour définir son périmètre, c'est pas facile. Et pourtant, lui travaille sur une entreprise qui n'est pas une tribu, hein, enfin qui n'est pas une tribu primitive, puisque c'est ERDF, et on voit naître. On se pose la question suivante. Pourquoi les plus anciens acceptent de donner des informations? Les plus anciens, c'est qu'ils vont partir à la retraite dans 6 mois. Ils acceptent de donner l'information aux plus jeunes qui sont entrés depuis 6 mois. Pourquoi ils se cassent la tête à donner des informations, à transmettre? Et chez RDF, vous le savez, c'est pas un secret, hein, c'est connu. Ils vont, enfin, un tiers de leur effectif va partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc c'est un vrai sujet de transmettre les informations et les connaissances. Mais pourquoi les gens le feraient? Qu'est-ce qui les attache à le faire? Alors, il n'y a pas de prime pour transmettre. C'est la conscience professionnelle. Alors c'est bien, ça sort d'où la conscience professionnelle? C'est organisé comment? Alors on voudrait l'organiser. On fait de la mémoire organisationnelle. On va dire, vous allez remplir des fiches pour expliquer ce que vous faites. Comme ça, le jeune, il ira et il saura. Et on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. On sait bien que c'est le plus ancien qui apprend le jeune, qui va juger que le jeune, il est digne de rentrer dans la communauté. Alors il va lui transmettre le petit truc. Et le petit truc, il travaille là-dessus, c'est fascinant. C'est pas comment il faut brancher les fils. C'est la mémoire d'une histoire où quelqu'un a eu un accident. Et ça apprend beaucoup sur ce qu'il ne faut pas faire. La mémoire d'une personne qui
est venu et qui a transformé la manière de travailler, et ça apprend beaucoup sur la bonne manière de travailler. Il transmet une mémoire. Et il transmet une mémoire à qui? À celui, à celle qui juge digne d'entrer dans la communauté. Sinon, il n'a pas confiance. Il ne transmettra pas. C'est fascinant, non? Parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de bonnes pratiques sur les transmissions organisationnelles. Ah ça, on va vous remplir des documents. Hein. Mais ça va être illisible pour celui qui va... Enfin, voilà, il va mettre beaucoup de temps à comprendre. Parce que ce qui est essentiel, c'est de transmettre la mémoire communautaire. Ou plutôt, c'est d'accepter, d'entrer dans la communauté, et donc d'être investi de sa mémoire. Et là, vous apprenez des tas de choses. Et là, la mémoire organisationnelle, la mémoire du savoir-faire très technique, hein, il faut brancher comme ça, elle va de soi. Il la faut, hein, c'est important, hein, mais elle va de soi. Voilà. La pensée rationaliste a exclu la possibilité que l'entreprise soit une communauté. Et nous avons à repenser, je crois, aujourd'hui, l'entreprise communauté, pour penser ce que signifie le travail reçu par d'autres, dans mon lieu de travail, ou avec mes clients, hein, parce que la communauté, ça peut être plus large que celle des travailleurs au sens strict. Le client aujourd'hui est un travailleur, vous savez, il fait une grande partie du travail. Que ce soit en kit ou parce que le patient donne les informations au médecin ou au personnel soignant qui permet au personnel soignant de faire son métier. Donc le travail, ce n'est pas simplement les travailleurs au sens étroit du travail à la chaîne, c'est beaucoup plus large. Mais cette communauté de travail, c'est autre chose que l'organiser. Voilà donc l'hypothèse que je formule aujourd'hui, sur laquelle je travaille, et je terminerai par quelques pistes de travail, et puis de réflexion, si vous voulez, d'échange. Voilà. Pourquoi la communauté en lien avec le travail? Parce que si on a une philosophie du travail, on a une philosophie de la relation qui naît du travail. On a une philosophie de la relation qui naît du travail. Et donc, on ne peut pas penser le travail en dehors des relations et donc de cette communauté qui naît entre nous. Vous voyez, la communauté, ce n'est pas un truc qui est parachuté dans mon raisonnement. Dès lors que le travail est au centre et qu'on a une vraie philosophie du travail, nécessairement, je dirais, les liens qui se tissent dans le temps, les liens de mémoire, me permettent à un moment donné de contempler ou non mon travail. Ce n'est pas l'organisation qui me permet de contempler le travail, c'est toute cette communauté qui va m'inviter à le faire ou qui va m'empêcher de le faire, bien sûr. Alors, les pistes sont les suivantes. D'abord, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de communauté sans un bien commun. Ce sont les pistes, hein, sur lesquelles il n'y a pas de communauté sans un bien commun. Pour qu'il y ait une communauté, du latin cum munus, munus c'est le don, en latin c'est le don, c'est la dette en fait. Le munus c'est la dette. Et le cum munus, ça veut dire que nous avons une dette en commun. Oui, quand on fait partie d'une communauté nationale, par exemple, on a une dette envers tous les anciens, tous ceux qui sont morts au combat, tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui nous y sommes. Cum munus, communauté. La difficulté de la communauté européenne, enfin aujourd'hui justement de l'Union européenne, c'est intéressant qu'elle soit passée de communauté à union, c'est qu'elle n'a jamais pu se penser comme communauté. C'est-à-dire comme munus, le fait d'avoir ensemble un bien, et enfin une dette envers les autres, et donc une dette pour le futur. Et du coup on est passé de communauté à union, ça au moins. L'union peut être libre. Alors, il y a communauté, il ne peut pas y avoir de communauté sans un bien commun, sans une représentation d'un bien qui nous est commun. Et ça, c'est un gros travail aujourd'hui en entreprise. Moi, je travaille avec pour rien vous cacher, avec le MEDEF, pour réfléchir avec les entrepreneurs et pour le MEDEF, donc sur ce que signifie, parce que c'est bien de dire qu'il faudrait que les gens soient attachés à l'entreprise, ok, mais quel est le bien commun à ceux qui travaillent dans l'entreprise? Au-delà du bien personnel, ça on sait bien. Au-delà des primes, de tout ce que vous pouvez donner à titre individuel. Au-delà de la satisfaction personnelle à travailler avec d'autres. Mais quel est le bien qui est commun et qui fait que je suis là et pas ailleurs? Quel est le bien commun d'un hôpital? Et j'invite les chefs d'entreprise à le formaliser. Je travaille pas, moi je ne fais pas de consulting, hein, voilà, j'ai des amis, et on réfléchit autour de... Voilà, une entreprise suisse en l'occurrence, et on réfléchit sur la formalisation de son bien commun. La formalisation. Ce que je dirais qui nous est commun finalement. Bon, ça c'est un premier point. Et je pense qu'il est essentiel
Il est essentiel. Sinon, on a juste un objectif commun. Et si on a un objectif commun, on est dans l'organisé. On n'est pas dans le bien commun. Le bien qui est commun. L'objectif commun, c'est pas suffisant. Je vais vous citer un auteur qui est passé de mode, mais que les plus jeunes, et nous tous, aurions intérêt à relire. Saint-Exupéry, une phrase que j'aime beaucoup, parce que je trouve que quand j'étais étudiant, lycéen, j'avais vu cette phrase de rédaction, elle m'avait beaucoup marqué, et voilà, je la retrouve 40 ans plus tard. Il parle du travailleur, Saint-Exupéry, c'est en Terre des Hommes. Il parle du travailleur, et je vous cite. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Vous vous souvenez, il transporte du courrier. Responsable de lui, du courrier, objectif, donc de lui, subjectif, du courrier, objectif, et des camarades qui espèrent, collectif. Il tient dans ses mains leur peine et leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme, phrase célébrissime, être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Alors vous allez me dire, mais Saint-Exupéry, les courriers, ce que nous dit Simone Veil, qui a fait l'expérience du travail ouvrier, ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que si le travailleur le plus humble ne se sent pas investi de ça dans l'humilité de son travail, et le travailleur le plus humble, c'est le dirigeant, auquel je pensais, il ne se sent pas investi de ça dans sa condition de travailleur, voilà, il manque quelque chose, et plus qu'il manque quelque chose est déjà vicié. Et que tout travailleur, d'une façon ou d'une autre, puisse se dire « je suis responsable et je participe à quelque chose », ça me paraît pas de la démagogie philosophique, ça me paraît essentiel pour sauver l'entreprise. Parce que c'est invivable. Sans ça, c'est invivable. Travailler comme ça, dans ces conditions, c'est invivable. On le voit, burn-out, 14% des Français c'est quoi burn-out? À un moment donné, je m'explose, quoi. J'arrête. Et mon plombier, lui, il travaille, il n'a pas de burn-out parce qu'il se sent responsable de l'évier qui ne va pas couler à la fin de la semaine, de la fin de la journée, j'espère, de la fin de la journée. Bon. Voilà. Et bien sûr que dans des conditions de travail épouvantables dans notre pays ou chez nous, totalement dépossédées de sens, on peut dire, mais cette phrase, elle est presque indécente. Mais je vous renverse. Quand on me le dit parfois, mais pas chez ceux que vous croyez. Ce n'est pas les syndicalistes qui vont dire ça. C'est plutôt les intellectuels. Qui vont dire c'est indécent par rapport à la vraie vie des gens. Vous comprenez, ils souffrent, il faut leur dire la souffrance au travail. Bien sûr qu'il faut dire la souffrance au travail. Mais ce n'est pas une souffrance du travail, c'est une souffrance d'absence du vrai travail. Parce qu'il n'y a pas ça, justement. Parce qu'il reste du travail que la pénibilité, que la souffrance, que le mal de dos. Et bien sûr qu'ils représentent crier. Bien sûr qu'ils ont crier. Parce qu'il n'y a pas ça. Il y a cette perte du prof qui se sent responsable de l'éducation d'un jeune. Responsable, d'une façon ou d'une autre, infiniment, dans ce que je vais dire. Mais responsable. Quand je ne suis plus responsable, si je suis responsable juste de remplir mes objectifs de fin d'année pour savoir si j'ai bien fait mes 3 articles avec mes 2 étoiles et mon machin, ben, je ne suis plus responsable. Ça perd son sens. Donc, premier, bien commun. Deuxième dimension, deuxième piste, importance de l'autorité dans une communauté. Et ça, je le dis rapidement parce qu'on a tendance à penser depuis mai 68 qu'une communauté est nécessairement hippie. Oui. Avant, la communauté, c'était vraiment la communauté familiale, fermée, famille je vouais. Vous connaissez la suite de la phrase, porte close, fenêtre fermée, porte close. Enfin, vraiment, c'était l'enfermement, en gide. Et puis là, on est passé à la communauté hippie, les fleurs dans les cheveux. La communauté, c'est vraiment le lieu de l'épanouissement, etc. Bon.
Non, une communauté, pour qu'il y ait un cum munus et un bien commun, il faut qu'il y ait de l'autorité. La question, c'est pas qu'il n'y ait pas d'autorité, c'est de quelle autorité a besoin une communauté. Soit elle est conçue comme un pouvoir, et toujours Simone Weil a une très belle théorie du pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui transforme un sujet en objet, dit-elle, dans un texte magnifique sur Homère d'ailleurs. Le pouvoir, sur l'Iliade, le pouvoir, c'est ce qui transforme un sujet en objet. Ça, c'est du pouvoir. Je te fais faire ce que tu ne veux pas faire, mais ce que tu ne veux pas faire contre toi en tant que sujet. Ce qui transforme un sujet en objet, un être, un sujet en objet. L'autorité, c'est ce qui maintient le sujet dans sa subjectivité. C'est ce qui le conduit. Vous savez qu'auctoritas, ça veut dire faire grandir, orienter. Ben, une communauté a besoin d'autorité. Alors je m'adresse à l'économie sociale, à des spécialistes de l'économie sociale et solidaire. C'est toujours un problème, ça. Parce que je vais terminer sur ce point. Hein. L'ESS a beaucoup de choses à dire sur la communauté, justement, sur ce que je raconte. C'est pour ça que je vous dis à vous ce soir, pas au MEDEF. À vous, parce que je pense que vous portez quelque chose de très intéressant sur la communauté, les entreprises familiales aussi. Hein. Mais attention, on a tendance à penser l'autorité comme contraire à la communauté. Et pour avoir travaillé sur quelques coopératives qui dysfonctionnent de manière terrifiante, ça vient du fait que le communautaire sans autorité, qui désigne le sens, qui agrège les énergies, qui les fait aller ensemble, il en faut. Il faut qu'il y en ait un qui le fasse. Hein. Dans Saint-Exupéry, il y a un chef toujours qui... Et pourtant, ils sont tous autonomes et des forces de personnalité. Hein. C'est Mermoz, Saint-Ex, vous voyez. Bon. Eh bien, il y en a un qui donne le sens et qui est le chef. Et c'est important. Au sens où il désigne le bien commun et il rend la justice. On nous dit souvent ça. Hein. L'autorité en entreprise, c'est rendre la justice. Parce qu'il y a de l'injustice et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui rende la justice, qui rappelle les règles. Parce que autrement, les plus malins s'en détournent. Bon. Voilà, sur l'autorité. Voilà, vous voyez, j'ouvre des pistes, hein, c'est pas... Et puis enfin, donc, pourquoi je vous dis ça à vous, spécialistes de l'économie sociale et solidaire. Alors, d'abord, oui, ce que j'aimerais vous dire ce soir, enfin, vous dire, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ce à quoi j'aimerais vous intéresser ce soir, c'est au fait que arrêtons de penser l'entreprise que comme un système organisé. Ouvrons les yeux sur le fait que toute entreprise est aussi communauté. Et qu'il y a quelque chose à faire, non pas pour organiser la communauté, parce qu'on retombe dans l'organiser, mais pour faire vivre la communauté, pour y participer, pour en être membre. Combien de managers échouent parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la communauté, qu'ils n'ont jamais vue. Et ils disent, mais moi j'ai tout appliqué, je ne suis pas accepté. Alors je vire tout le monde d'ailleurs, comme ça moi je serai accepté. Et je prends que des gens, des clones, ou des gens qui rentrent dans mon truc. Et ils détruisent la communauté. Terrifiant. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une communauté. Ils ont été formés dans des écoles de management où on ne parle jamais de communauté. C'est vrai. On parle beaucoup d'organisation et on fait croire à des jeunes qui peuvent contrôler tout à partir de l'organiser. Donc, ce que je nous invite, c'est à penser les deux. La dimension communautaire de l'entreprise. Et penser les deux. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'organisé, il faut qu'il y ait de communautaire. Enfin, il y a de l'organisé, il y a du communautaire. Et ce n'est pas un contre l'autre. Quand il y a trop d'organisé contre le communautaire, c'est cette espèce de machinerie gestionnaire qui détruit le travail lui-même, parce que le travail est subjectif aussi. Mais quand il y a trop de communautaire et pas assez d'organisé, c'est l'affect, l'hypersubjectivité, le manque de performance. C'est trop de communautaire. Et tout le travail du dirigeant, et donc dans le ESS de tous ceux qui participent à la dirigeance, c'est chacun, enfin de plus grand nombre possible, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre la dimension organisée et la dimension communautaire. Trop souvent, j'entends dire, ouais, nous on était vraiment économie sociale, heureusement, on a appliqué les règles du management, et maintenant on est... vous êtes quoi? Parce que, si ça se trouve, vous avez détruit justement ce qui faisait votre richesse, qui était la communauté. Et c'est par là que vous créez la valeur. Parce que le travail était enraciné dans la communauté. Si vous détruisez tout ça, je ne sais pas ce qui va vous rester, vous allez devenir une entreprise d'assurance quelconque, pour prendre des exemples, une banque quelconque, et après vous vous étonnez que les sociétaires ne vous suivent pas. Ben oui, vous êtes devenu une entreprise quelconque, puisque vous avez perdu cette dimension communautaire. Pour autant,
il y a des souffrances énormes dues à trop de communautés. Donc voilà, premier temps, mettre le curseur au bon niveau. Deuxième temps, je crois que l'économie sociale et solidaire a beaucoup de choses à dire sur cette question. C'est pour ça que je vous le dis ce soir. Je crois qu'elle a une grande expérience de l'articulation entre communauté et organisation. Et les deux. Et qu'elle s'est laissée ces derniers temps trop captivée, orientée, contaminée par l'idée qu'il fallait faire l'organiser, il n'y a pas d'organiser, et qu'elle a aujourd'hui à apporter à l'entreprise classique la dimension communautaire. Parce qu'elle en crève, l'entreprise classique, d'avoir oublié la dimension communautaire. Oui, c'est une invitation à réinvestir le champ de l'économie sociale et solidaire à partir de cette dimension communautaire. Et vous avez beaucoup de choses à dire, y compris dans les énormes erreurs qu'a commis et que commet l'économie sociale et solidaire en termes de communauté. Trop d'affect, trop d'enfermement. Mais justement, vous avez des choses à dire là-dessus. Vous êtes en avance sur l'étouffement communautaire face à l'organisé. Voilà, je vais terminer là-dessus. Donc, je vais terminer voilà, par cette invitation, bien sûr, et je m'effacerai devant celle que je suis venu présenter ce soir, qui est Simone Veil, le livre que je vous ai cité. Vraiment, refondons une philosophie du travail ensemble, parce que sans cette philosophie du travail, il n'y aura rien. Il y aura des livres, ce que je dis avec Isaac, parce qu'on a des discussions, Isaac Getz, si vous êtes intéressé par l'entreprise libérée, et je n'ai rien contre l'entreprise libérée, je trouve ça formidable, hein, mais sans les fondements anthropologiques, nous bâtissons sur du sable. Nous allons reposer la même question d'organisation, et au bout d'un moment, il y aura l'organisation de l'entreprise libérée, ce que me disent mes amis qui mettent en œuvre en ce moment, mais comment on fait pour organiser l'entreprise libérée? Ou alors c'est l'anarchie totale, ou alors c'est l'organisation. Et donc, replongeons dans notre philosophie du travail, et réinvestissons la notion de communauté, crânement, courageusement, parce que c'est elle qui nous relie à ce qui est l'essentiel en économie, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire la dimension anthropologique de l'économie. Merci de votre attention, merci des questions que vous allez poser, et merci de m'aider à réfléchir.